Bonjour et bienvenue au webinaire en langue française du WDI, les droits des femmes basés sur le sexe. Le WDI, c'est l'organisation féministe mondiale à l'origine de la Déclaration des droits des femmes fondée sur le sexe. Cette déclaration a été créée pour combattre le remplacement de la notion de sexe par la notion d'identité de genre, que ce soit dans la loi, les politiques et la pratique sociale, parce que ce remplacement crée de nouvelles discriminations à l'égard des femmes et des filles dans le monde. Nous vous invitons à signer notre déclaration et vous allez trouver le lien dans le chat. Notre déclaration s'appuie sur les textes internationaux de l'ONU sur les droits humains et les droits des femmes, notamment la CEDEF, Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. C'est une convention qui a été adoptée par la quasi-totalité des États dans le monde. Et notre organisation, le WDI, est mondiale. À ce jour, nous sommes représentés dans 33 pays du monde, ce qui montre que le remplacement progressif de la notion de sexe par l'identité de genre est répandu, mais ça montre aussi que les femmes sont partout déterminées à la combattre et à affirmer, puisque nous sommes discriminés en fonction de notre sexe, que nos droits basés sur le sexe doivent être défendus. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'évolution de la question du genre en Afrique ces dernières années, depuis l'apparition de l'idéologie transactiviste et son expansion mondiale. Pour nous en parler, Désiré Mimi, qui est activiste et militante dans le groupe féministe Amazon, et Tassi Angbe, le nom est fictif, qui est une féministe radicale au Togo. Vous pouvez poser vos questions dans le chat. Désiré et Tassi reviendront dans un prochain webinaire, donc on répondra peut-être à certaines de vos questions la prochaine fois, parce que c'est un sujet très vaste. Et le webinaire que nous sommes en train de faire sera mis prochainement sur YouTube, donc vous pourrez le revisionner. Alors, bonjour Désiré, bonjour Tassi. Qu'est-ce qu'une femme? Laquelle de vous veut répondre à cette question? Bonsoir. Bon, Bonsoir bonsoir. Désiré. Bonsoir à tous. Je crois que je vais donner la parole à Désiré. D'accord, merci. Bonsoir tout le monde. Voilà. Qu'est-ce qu'une femme? C'est simple, une femme, c'est une adulte humaine femelle. C'est une petite fille qui est née de sexe féminin, qui subit l'oppression à partir du moment où on sait à l'échographie que c'est une fille, parce que surtout en Afrique, avoir un garçon, c'est le Saint Graal, alors qu'avoir une fille, c'est subir tout le malheur du monde. Donc oui, être une fille, c'est vraiment c'est une réalité matérielle et biologique, il n'y a rien d'autre à dire. Et en fait, une fille, c'est celle qui subit des oppressions depuis qu'elle est petite. Une femme, c'est celle qui subit des oppressions depuis plusieurs siècles. C'est marrant qu'aujourd'hui, on ne sache plus définir ce que c'est qu'une femme, alors qu'avant, on savait le faire très bien. Donc voilà. Les filles, ce sont les fœtus filles qui sont avortées en Asie. Voilà, donc je trouve que cette question, elle a l'air débile la question, hein, c'est marrant, alors qu'en fait, elle est super importante de nos jours. Merci Désiré. Tassi qui va rester caméra fermée pour des raisons de prudence, parce qu'en tant que féministe radicale, on est souvent harcelé. Tassi, est-ce que tu voudrais répondre à cette question qui paraît toute bête, mais qu'est-ce qu'une femme? Oui, bien sûr. Je vais aller dans le même sens que Désiré. Je pense que nous sommes toutes d'accord sur la définition. Une femme, c'est la femelle de l'espèce humaine, tout simplement. Il y a le mâle et puis il y a la femelle. Et la femme, c'est celle qui porte le sexe femelle, tout court. Peu importe comment elle se comporte, ce qu'elle porte, ou même comment elle se ressent. Une femme, c'est celle qui porte ce sexe-là, celle qui est femelle au niveau de la race humaine. Voilà, tout court. Et bien sûr, on sait que les problèmes des femmes sont très, très différents des problèmes des hommes ou des mâles humains. Voilà. Merci. Et du coup, depuis quand est-ce que vous êtes féministe radicale, l'une et l'autre? Je peux continuer? Ah oui, vas-y, je parlerai après. D'accord.
D'abord, moi, j'ai rencontré les idées féministes au cours de mes études parce que j'ai étudié la philosophie à l'université. Et donc, j'avais choisi d'étudier l'option qui parlait des femmes ou du féminisme. Et c'est l'option genre à l'université. Quand on veut étudier les problèmes des femmes, on choisit le genre. Et donc, j'ai étudié le genre et le développement. C'est comme ça que ça a commencé. D'abord parce que je suis une femme, donc c'est normal. Avec les problèmes que les femmes subissent ici et puis dans le monde en général, c'est universel. J'ai décidé que mes études, ça serait ça. Voilà. Et en plus, parce que je suis lesbienne aussi, donc j'ai milité dans, dans des organisations ou dans des groupes ici pour les luttes contre les maladies sexuellement transmissibles d'abord. Et ces organisations-là nous regroupaient en groupes de lesbiennes ou de gays, on va dire, des homosexuels. Voilà. Mais à la base, c'était un groupe queer qui regroupait toutes ces organisations-là. Un groupe que nous appelons Queer African Youth Network, voilà, en anglais. Et c'est un groupe transactiviste et pro-prostitution, pro-porno et tout ce qui va avec. Et moi, j'ai dû me retirer parce que je ne me retrouvais pas vraiment dans ce qui se faisait. Je n'étais pas d'accord avec la théorie transgenriste, on va dire, et la promotion surtout de la prostitution. Eux, ils aiment parler de travail de sexe. Voilà, j'étais très irritée par cela et je me suis retirée. Donc, depuis, j'ai créé juste, on va dire, un cabinet conseil en genre et développement et je suis pour le moment seule à défendre ces idées-là sur le net, et, voilà, à travers mes pages et mes comptes Facebook. Et c'est là que j'ai rencontré la déclaration justement de la WDI, qui était au départ WHRC avec les anglophones. Et après, je vous ai découvert et voilà. Donc, pour le moment, je suis avec vous, mais localement, je vais dire que je suis seule. Merci. Merci, Tassie. Est-ce que Désirée, tu veux nous dire comment tu es devenue féministe radicale? Oui, enfin, un truc tout rapide. Mais moi, j'ai grandi avec une mère militante qui se battait contre les violences faites aux femmes, donc les violences avec le conjoint, bref, le viol et autres. Donc, en fait, j'ai baigné là-dedans, on va dire. Et puis, depuis que je suis adolescente, j'ai toujours été pour l'abolition du porno, de la prostitution. Après, quand j'avais 14 ans, je ne savais pas exactement pourquoi est-ce que j'étais contre. Et avec le temps, en lisant des livres, en lisant Dorking, en faisant plus de recherches, voilà, j'ai eu comment je vais dire, mon point de vue s'est affiné et donc voilà, en fait, j'ai toujours été, je n'ai jamais parlé de travail du sexe parce que ce n'est pas du travail. Pour moi, c'est la plus ancienne violence faite aux femmes et qui est, comment je veux dire, qui continue et sous le regard complice des institutions. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que je parlerais du travail du sexe. Et puis voilà, j'ai toujours été, comment je veux dire, oui, j'ai toujours eu ces idées-là. Et puis, depuis peu, j'ai rejoint le collectif l'Amazone Paris, dans lequel je suis activiste et militante depuis 1 an. Merci à vous deux. J'aurais voulu savoir comment les pratiques de prévention, notamment contre les violences faites aux femmes, sont financées en Afrique et notamment au Togo. Ok, notamment au Togo, les préventions sont faites d'abord à travers les campagnes de sensibilisation, voilà, et des émissions télé et radio. Et
quelques séminaires organisés surtout par des ONG et associations qui sont coiffées par des bailleurs venant des Nations Unies surtout. En général, c'est comme ça que ça se fait, des bailleurs américains ou surtout américains, et qui passent souvent par les Nations Unies pour financer les ONG. C'est comme ça que ça se fait. Mais bien sûr, la propagande n'est pas assez faite. C'est comme... les sujets sur les violences sexuelles sont un peu un sujet réservé ou renfermé à une certaine élite. Et c'est bien que ce n'est pas tout le monde qui a accès à ces informations. Et surtout, les femmes n'ont pas assez accès à ces informations parce que c'est souvent fait dans des cadres académiques. Voilà. Et la plupart des femmes ne sont pas très instruites pour comprendre ce qui se passe. Et le discours n'est pas assez terre à terre aussi pour leur faire comprendre la chose. Donc, c'est ce qui est dommage. Voilà. Et le langage qui est pris souvent, c'est le langage imposé par ces bailleurs-là. Les langages imposés par les bailleurs de fonds et surtout les Nations Unies qui parlent toujours de genre, de violences faites au genre au lieu de parler des violences commises par les hommes à l'endroit des femmes. Voilà. J'espère que j'ai répondu un tout petit peu à votre question. Oui, mais oui, complètement. Et j'aurais voulu savoir si ces 10 ou 20 dernières années, est-ce que ces pratiques ont évolué et comment? Est-ce qu'il y a eu une évolution ces dernières années? Une évolution au niveau de la propagande, mais pas une évolution au niveau du langage parce que ça regresse. Aujourd'hui, quand on parle de violence basée sur le genre, si je prends un exemple, souvent c'est ce qui se passe à la télévision, ils parlent des violences conjugales. L'accent est surtout mis sur les violences conjugales et on donne la parole aux hommes et les hommes parlent des violences que les femmes font à leur endroit. Et un exemple de violence, c'est le refus, par exemple, des relations sexuelles de la part des femmes aux hommes. Ils pensent que c'est une violence et on ne fait que parler de ça. Et on oublie, on met de côté carrément les problèmes des femmes et on revient parler des problèmes des hommes et on englobe tout ça en parlant des problèmes, des violences faites aux genre. Et ça annule maintenant le discours à l'endroit des femmes spécialement. C'est ce qui se passe. Ouais, c'est exactement le cas aussi au Cameroun notamment, où on parle, on a même, comme on appelle ça, l'INS, qui est l'Institut national des statistiques, qui parle de violence de genre. Donc moi, j'aimerais bien savoir de quoi est-ce qu'il parle quand il donne des chiffres en parlant des violences de genre, parce que ça veut tout dire et n'importe quoi. Alors que voilà, alors qu'il y a des problématiques qui concernent les femmes qui sont beaucoup plus graves. Par exemple, beaucoup de femmes en Afrique, en tout cas au Cameroun, n'ont pas conscience que le devoir conjugal est un viol conjugal. Donc ça, ce sont des problématiques qui sont mises de côté au détriment d'une idéologie dangereuse pour les femmes, quoi. Et les associations, typiquement au Cameroun, les associations ont changé de langage depuis qu'elles sont en contact ou qu'elles reçoivent l'éducation des associations américaines, parce que chaque fois qu'il y a une institution américaine qui va au Cameroun, quelques temps après, le discours il change. Quand on voit les communications qui sont faites, on ne parle plus, je sais pas moi, d'excision, on ne parle plus de mariage forcé, on ne parle plus de viol, on parle de genre. Voilà. Ce qui ne veut absolument rien dire parce que là-dedans, en fait, on met les vrais problèmes de côté et puis on parle des problèmes de personnes privilégiées, quoi. Alors que pour le coup, en Afrique, on a besoin que ces femmes-là sachent que c'est mal d'être frappée par son compagnon, parce qu'au Cameroun, typiquement, la bonne femme est celle qui est soumise et celle qui accepte de recevoir les coups de son mari, parce que c'est une malédiction de ne pas être mariée ou en couple, hein, parce que si le mec il te met
il te récale, tu vas devenir la honte de la population. Donc, à un moment, il faut qu'on essaye, on se focalise, qu'on focalise la communication sur le fait que ce sont des violences que subissent ces femmes-là et qu'elles en prennent conscience et qu'on puisse leur expliquer. Mais pour ça, il faut qu'on adopte un langage qui parle à ces femmes-là et pas un langage de privilégiés. Voilà, c'est ça. Merci. Mais puisqu'on parle du genre, qu'est-ce que c'est que le genre et comment il est perçu ou comment on le conçoit en Afrique? Je peux y aller? Vas-y, Oui, vas-y. OK. Le genre, il faut dire que nos langues locales ici, il y a la plupart des langues, dans la plupart des langues, il n'y a pas de différenciation comme ça. Il n'y a pas de il ou elle, déjà. Et je crois que le problème se trouve au niveau de la langue française quand on parle du genre. Mais depuis l'introduction de ce terme-là, ce qui a changé, c'était la question, oui. Ce qui a changé, en fait, c'est que on ne se focalise plus sur les femmes, mais on généralise maintenant les choses. Et ça fait disparaître le problème au niveau des femmes, exactement. Voilà. Et depuis l'introduction de ce genre de discours, les problèmes des femmes ont disparu. Voilà. C'est redondant ce que je dis, mais c'est ça la réalité. Avec le discours en français, on parle des problèmes que les hommes subissent, mais on ne parle plus spécialement de ce que les femmes subissent en tant que femmes. Voilà, mais avant ça, bon, je crois qu'avant ça, traditionnellement, on savait la différence. Maintenant, dans le milieu transactiviste, dans le milieu LGBT, parce que ce milieu existe aussi, même si c'est underground. Par exemple, au Togo, c'est interdit. Nous sommes considérés comme des criminels, mais nous existons et il y a une organisation, il y a ces personnes qui existent. Et la tendance dans ce milieu-là aussi est très forte. Il y a beaucoup plus de cuirisme que ce qu'on avait avant. Il y a cette tendance à devenir trans, comme on le dit maintenant, chez tout le monde. Et même certaines personnes qui ont commencé, parce qu'ils ont accès, ils ont les moyens, qui ont commencé des transitions et bon, voilà, qui se font nommer, pas officiellement, mais officieusement dans la communauté, qui changent officieusement comme ça de genre au niveau de la communauté. Donc, ça, c'est une montée, ça monte. Ce qui se passe en Occident, on croit que ça ne se passera pas ici, mais ça commence déjà par se passer et il faut trouver un moyen pour arrêter ça universellement. Oui. Donc, je te passe la parole à Désirée. Non, mais je vais réagir à ce que tu dis parce que c'est d'autant plus grave quand on sait que la quasi-totalité des pays en Afrique pénalise l'homosexualité. Donc, la théorie, l'idéologie du genre, c'est du pain béni pour tous les homophobes qui sont en Afrique, parce qu'ils vont préférer se dire que mon fils ou ma fille est né dans le mauvais corps que de se dire que ma fille est lesbienne et mon fils est homosexuel, en fait. Et donc, Voilà. c'est hyper… en fait, ce sont des thérapies de conversion, il n'y a pas d'autre chose à dire. Et ça, on a vu ce que ça donnait en Iran. Et donc, ça va être… pour l'instant, les gens, ils n'ont pas trop capté le truc, mais quand ça va être aussi gravissime, quand ça va atteindre le même niveau qu'ici, on va avoir des conversions de masse. Mais vraiment, ça va être gravissime parce que pareil, être lesbienne, que ce soit au Cameroun ou comme l'a dit Tassi, c'est pareil au Cameroun, c'est pénalisé. Quand tu es lesbienne, tu te retrouves en prison pour simple dénonciation, pour suspicion de lesbianisme. Tu te retrouves en prison, donc on n'a même pas besoin d'avoir de preuves. Alors, si on te chope avec ta copine, c'est pire. C'est pire, mais rien que pour des suspicions de lesbianisme, on se retrouve en prison. Donc oui, l'idéologie du genre est dangereuse parce que ça met notamment les lesbiennes en danger en Afrique. Oui. Tassi, est-ce que tu veux rebondir ou je passe à la question? Je voulais vous demander aussi,
Vous avez parlé des bailleurs, enfin surtout Tassi, et je voulais savoir la façon dont ils imposent le langage. Est-ce que c'est une nouvelle forme de colonialisme? Quel rapport de pouvoir il y a avec ces bailleurs? Oui, bon, une nouvelle. Bon, on va dire, est-ce que d'abord le colonialisme, ça n'a pas vraiment disparu déjà? Et le pouvoir est surtout économique, c'est ça. Les bailleurs, ils ont les fonds, donc ce ils demandent de faire, on le fait. Il y a par exemple, durant le Covid, de 2020 jusqu'à maintenant, dans la communauté LGBT, je n'aime pas dire LGBT, mais je suis obligée comme ça, on va le faire comme ça. Dans la communauté, il y a une promotion des trans. On fait des soirées des trans. On fait des, des soirées enfin des séances de sensibilisation et tout, mais avec l'accent sur les personnes trans ou transidentifiées dans la communauté. Voilà. Et on oublie carrément les lesbiennes. Par exemple, nous, on avait créé une association de lesbiennes, essentiellement que des femelles, mais nous acceptions les femmes transidentifiées ou les hommes trans, on va dire, les femmes qui veulent devenir hommes, entre guillemets, on les acceptait dans le groupe. Mais maintenant, c'est elles qui ont pris le dessus. Et dans le même groupe, on invite maintenant les hommes qui s'identifient femmes aussi. Donc, c'est devenu de la mayonnaise, c'est du n'importe quoi. On ne sait plus qui est qui. On ne sait plus de quel groupe on parle. Voilà. Et c'est mélangé maintenant. Et c'est surtout eux, tout est focalisé sur eux maintenant. C'est eux. C'est eux. C'est ce que les trans veulent. C'est ça qu'on va faire maintenant. On ne sait pas si c'est périodique ou c'est la nouvelle façon d'être, je sais pas, peut-être homosexuel maintenant, c'est d'être trans. On a l'impression que c'est ça. Voilà un peu. Oui, je vois des réactions. Effectivement, ça, c'est un problème qu'on rencontre à beaucoup d'endroits. J'ai lu des coucous qui viennent dans tous les espaces réservés aux lesbiennes. Ouais. Oui. Non, mais pour réagir, pour rebondir sur ce qu'elle disait, Tassi, effectivement, par exemple, comment je vais dire, au Cameroun notamment, on a un célèbre transgenre qui ne se cache pas, comment je vais dire, qui est relayé sur tous les réseaux sociaux comment je vais dire, par des Camerounais, alors que on ne ferait pas la même chose pour une lesbienne ou pour un homosexuel, en fait. Et c'est d'autant plus grave que ce type a simulé une grossesse. Il a simulé 9 mois de grossesse où il avait, je sais pas, il avait tous les symptômes d'une femme enceinte apparemment. Et ensuite, il a fait une vidéo, un live en direct de la délivrance. Ça, j'avoue que je n'ai pas eu la patience ni le courage de regarder ce que ça donnait, cette fameuse délivrance. Mais c'est pour montrer en fait à quel point c'est gravissime parce que n'importe quel parent, je ne veux pas dire tous, mais très peu en Afrique, au Cameroun notamment, acceptera que son enfant soit homosexuel. Mais là, on a un mec trans, donc avec des seins, en plus là, il a fait une transition, donc il a des seins, il s'est refait les hanches, et ben qui s'affiche avec sa mère. Moi, honnêtement, je n'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu aucun homosexuel dont le parent s'affichait comme ça et était fier de lui. Donc c'est pour ça que je pense que il y a moyen que ça prenne en Afrique puisque c'est une bonne forme de thérapie de conversion. Oui. Et est-ce qu'il y a encore de la place pour une information réelle des femmes sur tout ce qui peut concerner les problèmes des femmes, avortement, violences sexuelles, maternité, mutilation, ou est-ce que ces questions-là prennent toute la place? Comment l'idéologie de l'identité de genre agit sur la place qu'il y a pour l'information sur les droits des femmes? Le problème c'est que est-ce qu'il y a une place? Oui et non. Pour qu'il y ait une place, pour qu'on puisse parler des problématiques propres, des violences subies par les femmes, il faudrait peut-être aussi que, comment je veux dire, que ces associations ou ces institutions ou ces groupes de féministes ne soient pas financés par des deniers privés, par des dons privés, parce qu'à partir du moment où on reçoit
de l'argent, je ne sais pas moi, d'ONG américaines ou d'ONG pro-trans, on n'est pas totalement libre de communiquer sur ce qu'on veut, en fait. Alors qu'il faudrait peut-être que l'État, nos gouvernements, ça c'est un réel problème, mettent des moyens parce qu'on a pas mal de problématiques. Hein. On a les mariages forcés, on a l'excision, on a le repassage des seins, on a l'inceste, on a les viols correctifs de lesbiennes, indépendamment du viol en général hein, qui est fait, mais il y a pas mal de soucis propres aux femmes sur lesquels on ne peut plus parler parce que ce n'est pas assez inclusif, parce que c'est le nouveau mot, tout doit être inclusif. Mais en fait, inclusif, c'est surtout pour dire qu'on efface les problématiques des femmes. C'est juste ça, en fait. C'est le nouveau mot, c'est de l'effacement, ce n'est pas du tout de l'inclusion. Absolument pas. Et donc, il faut que, honnêtement, je ne sais pas s'il y a moyen que, comment je veux dire, qu'on puisse à nouveau communiquer sur les problèmes des femmes, mais pour ça, il faudrait qu'on forme ces associations africaines notamment qui transigent parce que ces associations-là se disent, bon, je reçois une subvention, ce n'est pas grave si on me dit de changer mon discours, d'adapter un certain langage que je ne comprends pas forcément, ce n'est pas grave parce que derrière, ça me permet, je ne sais pas moi, de proposer peut-être un espace qui recueille les filles victimes de violences sexuelles, les filles victimes de mariage forcé, mais en fait, la réflexion ne va pas plus loin. Est-ce que c'est vraiment bien pour ces petites filles-là de parler de violence de genre? Est-ce que c'est bien de ne plus communiquer sur nos mots sexo-spécifiques, en fait? Donc, honnêtement, moi, je suis assez sceptique, surtout quand je vois la situation en France. Oui, ici, je vais dire qu'il n'y a pas d'espace, pour être honnête, parce que le discours officiel, le discours officiel se base sur le discours des Nations Unies, spécialement. Donc, ce que les Nations Unies disent, c'est ça qu'on relaye et c'est ça que travaillent les associations après le planning familial et tout ça. Alors que les Nations Unies ont un discours transgenriste. Voilà. Et ça parle aussi de travail de sexe ou de travailleurs de sexe. Donc, ce discours-là ne donne pas de place aux femmes. Je pense que ce qu'il faut faire peut-être, ça sera de changer le discours au niveau de l'ONU, au niveau des bailleurs de fonds qui financent les associations ou les institutions pour communiquer ou faire la propagande contre les violences faites aux femmes. Mais actuellement, je vais vous dire que honnêtement, il n'y a pas... Bon, peut-être pour celles qui sont libres-femmes, on va dire, il y a ce discours libre-femme. Mais un discours vrai, assez radical, pour parler vraiment des problèmes des femmes, bon, je crois qu'il n'y en a pas. Le planning familial aussi est rentré dans ça, donc je ne sais pas. Ici, on a l'association, la TBEF, qui représente le planning familial ici. C'est pareil. Les Nations Unies, ONU Femmes, enfin, tout ça, c'est toujours le même discours. Donc, il n'y a pas de place. La dernière fois, pour la journée contre l'avortement, au journal de 20h, on a interviewé des gens. Il n'y avait que des gens qui ont dit non, 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 contre l'avortement. On n'a pas donné de place aux gens qui étaient pour l'avortement. Donc, on ne donne pas la place aux gens qui sont contre ce discours-là. Et alors que ce discours-là qui est véhiculé dans les institutions, dans les écoles, on fait des formations. C'était la rentrée il n'y a pas très longtemps. On a fait des formations aux instituteurs et institutrices. C'est le même discours de l'ONU, du genre. Maintenant, des problèmes spécialement des femmes ou des petites filles à l'école, on n'en parle pas. Et donc, ça donne après des professeurs ou des instituteurs qui se donnent le droit, par exemple, il y a un scandale actuellement, d'avoir des relations sexuelles avec leurs élèves, des enfants de moins de 11 ans. C'est un scandale, mais on n'en parle pas assez. Vous voyez, ça ne passe pas au journal télévisé. C'est heureusement, maintenant, nous avons les réseaux sociaux et donc certaines personnes peuvent dénoncer les choses, mais ça ne passera pas au journal télévisé comme un scandale. Les histoires de viol, ça ne passe pas. Et il n'y a rien qui passe. Et vraiment, officiellement, il n'y a rien qui passe. Tout ce qui passe, c'est ce qui avantage le gouvernement, c'est ce qui avantage les bailleurs de fonds.
Et il faut dire que nous, ici au Togo, au fond, on est en dictature. Donc déjà, le discours politiquement, même le discours contre le régime politique, c'est presque impossible. Et donc, au niveau de ces associations aussi, ou des problématiques comme ça, comme les violences faites aux femmes, c'est impossible aussi. Donc, nous sommes en train de voir si c'est possible, moi spécialement, si nous pouvons trouver un moyen pour faire passer un discours autre que ce qui passe maintenant généralement et qui induit plus les gens en erreur que de leur dire la vérité. Voilà. Merci. Dans ce que j'ai entendu que vous disiez, en plus, j'ai entendu qu'on ne peut plus faire certaines choses, parler de certains problèmes. Et du coup, j'ai l'impression dans ce que vous dites que la situation, finalement, avec l'identité de genre, s'est dégradée dans ce qu'on peut faire pour l'information sur les droits des femmes et la lutte pour les droits des femmes. Est-ce que vous pouvez m'en dire quelque chose de cette dégradation des conditions? Bon, Désirée, tu peux y aller. Ouais. Oui. Pardon. Ben, forcément, par exemple, typiquement, comme disait Tassi, ça sert aussi, comment je vais dire, le discours de la dictature en place, parce que ce n'est pas une démocratie, de la dictature en place, donc de maintenir un certain langage. Notamment, par exemple, c'est complètement banalisé d'aller voir une femme prostituée au Cameroun, donc avoir un langage qui dit ah mais non mais en fait ce n'est pas du viol tarifé mais c'est un travail, ça arrange tout le monde en fait, ça arrange tout le monde, de n'avoir qu'un seul son de cloche et il faut surtout pas qu'il y ait d'autres idées en face qui viennent contredire. Il faut surtout pas que les femmes puissent avoir le droit, comment je veux dire, le contrôle de leur corps, notamment le droit à l'IVG, c'est hyper dramatique. Enfin, je pense que c'est la même chose au Togo, mais le nombre de femmes qui décèdent de suite d'avortements clandestins, comment est-ce qu'on peut interviewer des personnes, je ne sais même pas si c'était des femmes ou des hommes, à la télévision nationale et qui se permettent de dire que non, on est contre le droit à l'IVG. Mais en fait, à quel moment on se dit que l'IVG, ce n'est pas un droit humain? À quel moment on se dit qu'en fait, on va contrôler le corps des femmes et qu'on va surtout pas leur donner cette émancipation de se dire que elles ont le droit de faire ce qu'elles veulent et qu'en fait, ce qu'elles subissent, ce sont des violences, quoi. Donc, ça arrange tout le monde d'avoir un certain discours. Et c'est pareil, comment je veux dire, là, on a parlé des violences que les gens connaissent, comme les viols, l'inceste et autres, les mariages forcés, les mutilations génitales, mais il y a d'autres violences dont les gens à l'international ne sont pas au courant. Typiquement, les violences que subissent les femmes, les veuves en Afrique. C'est incroyable, c'est dramatique ce qu'elles peuvent vivre quand leur conjoint décède. Tu es d'accord avec moi ou pas, Tassi? C'est hyper problématique entre le fait que quand ton conjoint décède, c'est ton frère qui a le droit de te récupérer sans demander ton avis parce que toi, tu es une femme, tu n'as absolument pas parole. Comment est-ce qu'on peut venir parler, comment est-ce qu'on peut venir dire que nous ne sommes pas oppressés du fait de notre sexe parce qu'il n'y a pas d'hommes qui sont mariés de force? Il n'y a pas d'hommes qui sont mariés de force. Donc, à quel moment on se dit que c'est une violence de genre des mariages forcés? Voilà. C'est ça. Donc, je pense que Tassi aussi, c'est ça. Vous avez aussi ce problème des veuvages là-bas au Togo. Je pense que c'est un peu partout en Afrique. Oui, justement, il y a le problème de veuvage, il y a le problème des mariages des enfants, des petites filles ou des filles très tôt, peut-être 11, 12 ans déjà, dans des milieux reculés. Mais je vois mal qu'on marie, par exemple, un très jeune garçon de 11, 12 ans à une vieille dame de 50 ans. Bon, 50 ans, ce n'est pas vieux, excusez-moi. Voilà. Non, mais c'est pour faire le parallèle avec ce qui se passe. C'est pour dire qu'il y a même des gamines Alors de 12 que ans ici, qui sont mariées avec des hommes de 50 ans.
Oui, dans Oui. 50 ans, c'est pas vieux, mais pour quelqu'un de 11 ans, c'est vieux quand même. Ah On a oui, le droit de mais le dire. à quel moment on n'utilise pas les bons mots? Si ça, c'est pas de la pédocriminalité, c'est quoi? Voilà. C'est Oui, mais quoi? ici, on ne voit pas ça comme de la pédocriminalité. On vous dira que cette fille, cette petite fille, ou soit ses parents l'ont bien éduquée, ou soit c'est elle a de la chance d'être mariée très tôt. Parce qu'il faut dire que les femmes sont considérées aussi comme un poids économique pour la plupart des familles. Et pour se sauver de ce poids, il faut les marier rapidement. Voilà, pour qu'elles deviennent la propriété de l'homme et de la famille, qui lui, on fait ce qu'il veut parce qu'il a payé une dot. Un Exactement. être humain, un être humain, ça ne s'achète pas. C'est bizarre, nous refusons l'esclavage. Voilà, mais au niveau du mariage, l'esclavage est toujours là. Il y a la dot et les hommes se mettent en tête qu'ils ont payé, donc parce qu'ils ont payé une certaine somme dérisoire, moi je pense aussi, quel que soit ce qu'on demande, ça ne vaut pas l'humain. Et à cause de ça, on maltraite les femmes, on fait ce qu'on veut avec, et voilà, surtout aux petites filles et tout ça. Et beaucoup plus dans la religion, dans la partie où il y a plus de musulmans, ça c'est très banalisé aussi. Parce que bon, on a l'impression que chez eux, c'est comme ça. Mais Oui, c'est vrai globalement, que même au Cameroun, on le dit, ah, mais c'est pas grave, chez eux, c'est comme ça. Je dis, mais enfin, non, voilà. on peut pas, on peut pas, on peut Alors pas. que c'est un coup. Et tout le monde banalise là, les femmes aussi banalisent là parce qu'elles ont subi ça, elles sont passées par là. Pour elles, c'est comme ça qu'il faut réussir. Donc, une fille qui refuse d'aller, de se marier, qui préfère continuer ses études, dans certaines familles, elle est exposée à tout. Si on ne l'empêche pas, elle est obligée de quitter la famille, de quitter le village ou la ville pour aller ailleurs. Et même ailleurs, c'est qu'elle est exposée. Elle serait peut-être obligée de se prostituer, Ouais, peut-être faut payer ses pour études parce continuer que de ses toute études. façon, la famille ne la prendra pas en charge. Oui. Parce que le pouvoir, les femmes n'ont pas de pouvoir économique. Ça, c'est dardard. C'est une réalité qui est difficile à accepter, mais c'est ça. Euh, les femmes, la plupart du temps, elles dépendent des hommes. Donc, ce que les hommes proposent, c'est le sexe. Mm. Voilà. Et puis, ça Donc, les arrange aussi qu'elles n'aient pas de pouvoir économique parce que du coup, ça leur permet de les contrôler et d'en faire ce qu'ils veulent. Donc, c'est voilà. pas pour rien que dès le bas âge, il y a des petites filles de 9-10 ans qui sont déscolarisées parce que Mm. le savoir, c'est le pouvoir. Donc, quand on te déscolarise très, très tôt, en fait, toi, tu vas travailler. Toi, en tant que petite fille, tu vas travailler pour financer les études de tes frères. Parce que Mhm. les garçons, eux, ont le droit d'étudier. Donc, Oui, tout oui, ça, c'est un système qui oui, arrange tout le monde, en fait. oui, oui, oui. Alors que, en principe, si le discours du genre, si c'était bien arrivé, ça devrait peut-être arranger un peu les choses. Moi, je me dis, par exemple, au niveau des rôles, puisque le genre, c'est les ensembles, les stéréotypes et tout ça, et les rôles. Mais ça n'a rien fait, ça continue, oui, mais ça s'accentue d'ailleurs. Euh, si je prends l'exemple là, par exemple, ce que tu viens de dire, même si on prend une fille qui est scolarisée avec ses frères, mais la fille, en plus de sa scolarité, elle est un peu la boniche de ses frères. Voilà, qui eux n'ont droit, ne font rien, et pas de corvée à la maison, rien, et on leur torche le cul tout le temps. Eux, ils ont tout le temps pour s'amuser et étudier, mais la fille, elle doit d'abord faire ses travaux de femme et ensuite les études qui sont considérées comme bon, c'est des caprices. Ah oui, Voilà, c'est du c'est des loisir. caprices. Une femme qui fait des études, qui veut faire des études, oh, c'est des caprices. Oh, de toute façon, peut-être savoir lire et écrire, c'est bon, mais continuer, c'est non. Il faut de tôt ou tard, il faut qu'elle se marie. Donc, elle se fera entretenue par son mari. Donc, ce qu'il faut savoir faire, c'est la cuisine, le ménage, voilà, savoir prendre soin de l'homme. Donc, il y a des discours comme ça avec des femmes qui sont sur la toile et qui se disent féministes, des femmes caviar, entre guillemets, qui donnent des conseils Sur aux comment prendre femmes. soin de son mari. Voilà, en tant que féministe, elle Ouais. se dit féministe. Voilà. Et ça brouille vraiment les pistes.
Et c'est ces femmes-là qu'on écoute plus, qui sont très stéréotypées, très maniérées, qui présentent voilà, tous les stéréotypes du genre. C'est elles qu'on écoute. Ah oui, elles sont suivies par des millions Voilà, d'abonnés, quoi. voilà, Parce que voilà. de toute façon, ce sont les mêmes coachs conseils qui te disent bah, si ton mari te tape, c'est pas grave. S'il te tape une fois, ce n'est pas grave. Il faut prier le S'il veut que Seigneur. tu couches avec lui le soir, même si toi, tu n'as pas envie, mais force-toi, ce n'est pas grave. C'est Voilà, l'homme. voilà. Et je voulais parler aussi d'une des conséquences des stéréotypes du genre sur la vie des femmes ici. Ici, le genre féminin est caricaturé doublement, c'est-à-dire que les femmes pensent qu'il faut avoir une certaine caricature pour être femme, pour se présenter comme femme. Si nous prenons un exemple, notre exemple en Afrique noire francophone, nous avons par exemple, nous avons des cheveux crépus, d'accord? Ici, bon, une femme qui garde ses cheveux crépus, c'est pas encore une femme. Il faut qu'elle se lisse les cheveux, il faut qu'elle porte des perruques ou des voilà, les maquillages, le maquillage à outrance, voilà, des images comme ça. Voilà, c'est ça, le maquillage à outrance, monter sur des talons et tout ça. En Il faut fait, qu'elle soit être hyper femme ici, sexualisée. oui, mais c'est être c'est ressembler à une occidentale, être une femme, c'est ça. Ressembler à une occidentale, avoir les cheveux comme ça, lisses, longs et le problème de dépigmentation de la peau, voilà, se blanchir la peau voilà, pour être plus femme. Celles qui ne sont pas comme ça, c'est soit elles sont sales ou bien ne sont pas assez femmes. Moi, par exemple, moi, j'ai la tête rasée, coco taillé complètement, mais non, moi, on ne me prend pas pour une femme. Pour moi, moi, je fais honte aux femmes ici parce que je ne fais pas ce que les femmes doivent faire. Alors que avoir les cheveux taillés, comme on a les cheveux crépus, c'est normal, c'est naturel. Mais pour les femmes, la plupart des femmes et le discours qui est transmis, mais être femme, c'est être très, très, très stéréotypé. Et c'est une sorte de démence, moi, je pense. Ça crée une sorte de démence. C'est beaucoup plus accentué ici, mais je sais que c'est pareil pour toutes les femmes, un peu partout. Les stéréotypes sont très, très, euh, on va dire, ont plus de pouvoir chez les femmes. Voilà un peu ce que je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, Non, Désirée. mais c'est exactement ça. Et puis, si. En plus de tout ça, elle doit avoir un physique occidental, mais surtout, ne pas avoir la mentalité occidentale, ne pas avoir assez étudié, parce qu'on Voilà, sait que les femmes qui ont fait des études, voilà, on ne peut pas les ça ne manipuler. passe pas. Non, Et non. puis surtout, elle doit être soumise parce que bah, sinon, bah, elle ne va pas être épousée, elle va être mise au banc, elle va être mise au banc de la société parce qu'une femme n'a de valeur que si elle est mariée. De toute façon, celles qui ne sont pas mariées. Et puis, avec des enfants. Ah oui, oui, avec des enfants. Ah ben oui, c'est vrai, parce que si en plus elle ne peut pas accoucher, bah, elle ne vaut rien en fait. Enfin, Oui, ça ne sert à rien. oui, Oui, il faut c'est vrai. forcément avoir des enfants. Et c'est un danger, c'est un danger pour les femmes après, quand elles prennent de l'âge. À un certain moment, une femme qui n'a pas d'enfant, qui n'est pas mariée, c'est une sorcière qui est marginalisée. C'est souvent ces femmes à un âge avancé qui sont reculées, renvoyées, voilà, de certains villages, de certains coins reculés. Si ce n'est pas avec des personnes assez citadines, mais c'est des vies perdues où carrément elles sont battues. Oui, c'est vrai, elles sont battues, elles sont taxées de sorcellerie, donc oui. Oui, oui, victimes d'exorcisme dans les églises de réveil. Voilà. Bon, voilà, ce genre de choses qui arrivent. Il y a surtout la christianité ou le christianisme aussi qui a encore accentué les choses dans les églises de réveil, où quand une femme est un peu en dehors des stéréotypes, il faut la faire revenir avec des séances, des cérémonies De d'exorcisme, délivrance, de ouais. délivrance,
voilà, et tout. Et ça va même jusqu'à, je sais pas, jusqu'à la mort, des Oui, violences. il y a déjà eu des femmes, moi je sais qu'on a eu des cas de délivrance de femmes qui en sont mortes au Cameroun. Oui, oui. Et Oui. pareil, enfin, par exemple, moi j'ai essayé de faire un décompte des féminicides, c'est impossible. C'est Mhm. impossible parce que, encore une fois, c'est à la femme d'avoir honte d'avoir été assassinée. C'est la famille qui a honte parce que leur fille a été assassinée par son conjoint. Donc, même Oui, mortes, elles n'ont pas de répit. voilà, c'est ça. Mais je crois même, est-ce que les gens vont accepter le terme féminicide ici? Ça n'existe pas parce qu'ils ne trouvent pas Non. ça assez grave. Ils ne trouvent Mais pas non, ça grave. non, ils trouvent pas ça assez grave, puisque de toute façon, une gifle, ce n'est rien. Des coups, Oui, bon, c'est pas grave, pardonne-lui, c'est ton mari. Enfin, oui, oui. Il y a toujours la soumission, quoi, malgré le discours du genre qui devrait, en principe, annuler tout ça, mais il y a toujours la soumission, il y a toujours oui, la c'est ça le soumission des problème avec femmes justement aux hommes. cette idéologie, c'est que ça renforce les stéréotypes. On aurait Voilà, effectivement pu penser que oui, ils se battraient pour dire que oui, les hommes aussi ont le droit de faire la cuisine, ont le droit de faire les tâches ménagères, alors que non. C'est pour voilà. dire que ben non, la place de la femme, ça reste la cuisine. L'homme, c'est le guerrier qui doit se balader partout et Mm. revenir trouver sa bonne femme qui a tout cuisiné parce que sinon elle se prend des coups. Voilà. Et si jamais un homme se met à faire la cuisine et la vaisselle, c'est que c'est une femme. Oui, Tu et que vois. c'est un homosexuel refoulé. Voilà. Donc, ce n'est pas très différent de ce qui se passe en Europe. C'est la même chose et ça empire la situation des femmes. Voilà. Donc, on a de réelles problématiques en Afrique qui ne sont pas résolues depuis X années. Donc, on n'a pas besoin de l'idéologie de genre, vraiment pas. On n'a pas Mhm. besoin du transgenrisme en Afrique. On a d'autres Ouais, problématiques, on a d'autres problèmes déjà qu'on doit résoudre. ouais. Qui est étonnant dans ce que vous décrivez, c'est que, en fait, c'est un petit peu la même chose à un autre niveau, mais dans d'autres endroits du monde. C'est que la question des stéréotypes, elle a été pensée par les féministes et la question du genre, c'était plutôt une réflexion sur les stéréotypes, sur les places sociales des femmes. Et c'est une réflexion qui n'est pas encore complètement infusée dans la société. Et avant que ces questions-là infusent dans la société, il y a l'idéologie de l'identité de genre qui arrive et qui nous coupe en fait l'herbe sous le pied en fait et qui revient avec nos mots à nous parce que le mot de genre il est quand même c'est un mot quand même qui a été fait par des féministes pour parler justement des stéréotypes et des Oui, inégalités oui, et en fait on n'a même plus les mots pour décrire tout ce que vous décrivez et notamment les stéréotypes sur les cheveux sur tout un tas de choses. Oui, c'est vrai. En fait, on oublie que c'est le sexe qui fait qu'on subisse et qu'on soit oppressé par ces stéréotypes. Donc, en fait, quoi qu'il en soit, on ramène tout au sexe, hein, c'est marrant. Comme si on ramène tout au sexe. C'est le sexe, la raison pour laquelle nous sommes oppressés, c'est par le sexe. oui, Nous sommes oppressés parce que nous sommes nées femelles ou femmes, peu oui, importe, de sexe féminin. oui. Quelle place il peut y avoir du coup dans ce contexte pour informer réellement sur les problèmes des femmes? Comment on peut encore travailler sur ces questions avec tous ces empêchements, on va dire, de la part des transactivistes? Il faudrait déjà qu'on ne mette pas en avant le discours des Lipfem, parce que, comme l'a dit Tassi, c'est vraiment ce discours-là qui est mis en avant. Et ce discours, moi, je ne l'aime pas trop parce que c'est un discours qui caresse encore une fois les hommes dans le sens du poil, qui attend encore leur validation. Donc, pourtant, il y a pas mal de femmes qui se disent pas forcément féministes, mais qui ont des mêmes les idées comme des féministes radicales, hein, de toute façon, mais qui, vu que le féminisme, c'est mal, ne peuvent pas le mettre, comment je veux dire, ne peuvent pas en débattre. Donc, il faut qu'on mette en place une réelle communication. En fait, il y a pas de il faut qu'on puisse communiquer sur les problèmes spécifiques aux femmes.
il faut qu'on puisse clairement le dire, il faut qu'on mette en place, je ne sais pas moi, peut-être Tassi, tu auras des idées, mais je ne sais pas, peut-être des formations, je ne sais pas. Honnêtement, c'est hyper compliqué parce que même s'il y a dans les villes, des grandes villes, il y a pas mal de femmes qui ont compris ce que c'est que les violences faites aux femmes, que le devoir conjugal est un viol. Il y a pas mal de femmes qui ont compris, mais dans les petits villages, c'est pas facile d'accès, donc l'information n'arrive pas forcément là-bas et ce sont les endroits où il y a le plus de femmes qui sont touchées, notamment les féminicides. La grande majorité, c'est là-bas où on n'arrive même pas à avoir le décompte parce qu'on n'arrive pas à avoir les informations. Donc, c'est hyper compliqué. Honnêtement, je n'ai pas de piste. C'est triste, mais honnêtement, je ne sais pas. Bon, de mon côté, des pistes, il faut d'abord voir les Nations Unies. Je ne sais pas si ça serait possible de discuter avec les Nations Unies pour changer le discours, le contenu de leur discours, même s'il faut garder le genre, mais je ne sais pas, je préférerais qu'on supprime, mais le genre est aussi important aussi pour faire comprendre aux gens que beaucoup de comportements sont sociaux et juste ce sont des stéréotypes, mais ne pas l'imposer. On a l'impression que l'ONU, les Nations Unies ou les bailleurs imposent le genre au discours des associations et des médias, surtout au niveau des médias. Donc, je ne sais pas si nous pouvons parler et être crédités beaucoup plus que les Nations Unies. Soit il faut voir avec les Nations Unies, soit créer des médias ouais, pour parler, pour donner une autre opinion que l'opinion générale qui est donnée aux femmes ou le discours officiel. Il faut trouver. Moi, je me suis dit peut-être faire des affiches comme vous le faites déjà avec Marguerite. Mais ça aussi, en dictature ici, je ne sais pas à quelle heure on va le faire, peut-être à minuit, même si c'est à minuit et qu'il n'y a personne dans la rue. Ouais, mais Si à on se fait minuit, prendre, c'est c'est grave. un problème. Voilà. Ouais. On ne trouvera pas de chaîne de radio, par exemple, pour parler de ça. Par exemple, ça sera très difficile de dire à la radio que la prostitution, ce n'est pas un travail, que c'est un viol. Ici, comme les gens le prennent, parce que ici, les prostituées, en réalité, c'est les plus réussies. C'est les dames d'affaires, en fait. Voilà. C'est celles qui sont valorisées, c'est elles qui ont réussi. Donc, dire après, voilà, faire des communiqués, dire que la prostitution, c'est pas un travail, non. Ça va être difficile. Si ce n'est pas un discours officiel qui le dit. Donc, tout dépend des organisations qui font passer les discours. Pour le moment, il n'y a pas d'espace. Je ne sais pas si nous pouvons trouver des moyens. Et puis, ça ne les arrange pas d'avoir ce discours-là, de toute façon, puisque Oui, donc, la plupart de ces gouvernants n'ont aucun scrupule à aller voir des femmes prostituées, hein, donc à payer des femmes pour coucher non, avec. mais c'est les grands pédocriminels. Tu parles des prostituées, ça, c'est rien. Ça c'est, excusez-moi le terme, leurs épouses à la maison, c'est ça. On a une femme qui est premier ministre chez nous et c'est souvent elle, c'est surtout elle qui fait le discours sur le genre. D'accord? Et maintenant, il y a beaucoup de mouvements sur les droits des femmes, parce qu'on a mis une femme comme premier ministre. Mais tout le monde sait que cette femme qui est premier ministre est passée par là par la promotion Canapé. Voilà. Parce que c'était une des maîtresses du président. Vous voyez? Vous n'allez pas dire à quelqu'un, oh, est-ce qu'elle est là? C'est peut-être pas une place assez méritée. Mais on vous dira, mais toi aussi, si tu peux écarter, va écarter et tu vas réussir. Écarte, excusez-moi le terme, c'est très, très cru, mais c'est comme ça. Hein, donc, ça sera difficile vraiment de faire passer ce message, mais nous allons essayer. Moi, j'essaye par les réseaux sociaux, mais si nous étions assez nombreux à essayer à faire passer le message par les réseaux sociaux et tout ça, et les gens sauront que voilà, il y a un discours autre que le discours qui passe officiellement et qu'on pourra réfléchir
sur ces discours, sur les deux discours-là et faire quelque chose pour faire avancer la cause des femmes. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Non, mais je Désirée. suis totalement d'accord avec toi parce que même oui, même le fait de dire travail du sexe, c'est parce que ben, il y a des femmes qui assument totalement d'avoir obtenu effectivement des promotions parce que ben, elles l'ont fait. Et c'est aussi pour ça que pas mal de femmes sont précaires en Afrique parce que beaucoup refusent de faire ça. Quand une femme va postuler quelque part, bah, quand elle envoie son CV, le mec il récupère le CV et en fait il invite au resto. Moi, c'est arrivé à ma sœur, c'est arrivé à des femmes dont je suis très proche. Et vu que tu refuses, ben, tu vas rester, tu n'auras pas de boulot. Mhm. Donc, c'est, Ouais, oui. Ça, c'est typiquement, je ne sais pas. Je sais que c'est typiquement, c'est universel. Voilà, c'est la première ministre, c'est universel, mais comme on est dans des pays pauvres avec dictature et tout ça, les hommes ont trop de pouvoir. Donc, moi, je suis passée par là, moi, c'est ma vie. Et comme je suis, on me dit, c'est peut-être parce que je suis lesbienne que je n'ai pas cédé ou que je n'arrive pas à céder. Mais par là aussi, je suis en même temps l'ennemi de mes amis qui, elles, ont cédé, qui ont leur boulot, par exemple, et qui vont te dire, ben, toi, tu as refusé de le faire, donc tu restes dans ta galère. Voilà. Et c'est ça, quel que soit le diplôme, on ne regarde pas les diplômes, on ne ouais, regarde pas la formation. C'est la promotion qu'en un pays, il faut, c'est le puissage, c'est le droit de puissage, il faut le faire. Et même des gens très proches, même de la famille. Moi, j'ai eu des oncles, des amis à mon père, des jeux de société, va voir, ça dit, viens me voir parce que c'est ton père qui est mon ami, mais quand tu arrives, et c'est ça. Donc, c'est de l'abus et c'est officialisé. Il n'y a personne à qui on pourra aller dire, voilà, tel m'a traité comme tel et cette personne sera punie. non. Non, Non. parce qu'ils sont tous pareils. Et quand Ah c'est bah comme oui, ça, voilà. c'est clair. Moi, quand ma sœur a eu le cas, quand elle s'en est plainte à des amis, ce qu'on lui a dit, mais alors, c'est pas grave. Ah bon? Mhm. Parce que c'est tellement banal pour certains et certaines que bah non, c'est pas grave que quelqu'un te fasse, te réclame des relations sexuelles contre un éventuel poste. Oui, c'est pas grave. On ne devrait même pas se plaindre. C'est pas grave du tout. Même les mamans, hein, même les mamans disent, mais pourquoi tu n'as pas accepté? Tu aurais dû. Si c'est, voilà, tu es une femme, pourquoi ne pas le faire? Si tu peux coucher avec, je sais pas, un petit du quartier parce que tu l'aimes, pourquoi tu ne fais pas pour avoir un boulot? Voilà, c'est des trucs comme ça. Tout est très banalisé pour les femmes. Rien n'est grave. Voilà, rien n'est très grave. Et quand nous en parlons, moi, par exemple, quand je m'offusque et que j'en parle, on me dit que j'en fais de trop ou que, Ouais, bon, que celle-là, elle est peut-être son lesbianisme et tout ça, bon, peut-être tout ça qui la rend un peu folle. Voilà, on nous traite de dingue. c'est ça. On en parle, oui. Mais c'est très difficile. Et spécialement pour les lesbiennes aussi, c'est très difficile de Ah bah trouver oui. du boulot. Parce que si on ne veut pas avoir de relation avec des hommes, c'est qu'on ne veut pas, on n'en a pas envie, on n'aime pas. Et quand on ne fait pas ça dans la société, c'est mort. On ne peut pas travailler. C'est un suicide social. Et c'est encore plus dangereux pour les lesbiennes, surtout si ça se sait, parce que moi, je sais qu'au Cameroun, savoir, par exemple, être ouvertement lesbienne, c'est s'exposer à ce moment-là à des viols, quoi. Ça veut dire que n'importe qui dans ton quartier qui sait que tu es lesbienne, c'est un risque. Oui, oui. Et on applaudira les violeurs. Ah ben bien sûr, Oui, oui, ils seront récompensés. oui. Par la famille en plus. Par la Ouais. famille de la lesbienne, parce que enfin, quelqu'un qui a eu le courage de vouloir guérir la fille, ou voilà, on dit, bon, peut-être elle peut tomber enceinte. Ça, c'est les conditions moindres. Ça, si on ne va pas dénoncer à la police. L'année dernière, la loi contre les homosexuels d'ici au Togo a été renforcée. Avant, ce n'était pas grand-chose, mais ça a été renforcé. Maintenant, on demande aux gens de pouvoir dénoncer contre une certaine somme, contre rançon, des personnes on soupçonnerait homosexuelles. Voilà. Donc, on nous demande autrement à nous, LGB, de ne plus exister du tout, du tout, du tout, du tout. Mm.
voilà. Et moi, personnellement, j'ai suivi beaucoup de choses au niveau de la famille, tout ça, des cérémonies de délivrance et tout ça, pour Bah guérir oui, de ça. forcément, oui, oui, je pense que Voilà, c'est pareil voilà. qu'au Cameroun. C'est une violence, c'est physique, c'est psychologique surtout. Il y a le rejet, l'abandon aussi, c'est très, très dur, mais je ne peux pas en parler, je ne peux pas aller dénoncer parce que j'en parlerai peut-être à la police. On demanderait à la famille pourquoi c'est fait et que quand la famille dirait que c'est parce que je suis telle ou parce qu'ils ont découvert ceci. Et voilà, c'est la prison, ça sera la prison pour moi avec des amendes à payer. C'est ça, c'est toi qui seras emprisonné. Sans Voilà, avoir de procès, hein, bien évidemment, hein, de toute façon. Donc, bon. ouais. Donc, voilà un peu. Je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à ajouter. Non, moi non, pas à ce sujet. Mais je crois qu'il reste encore des questions. Je sais pas, Marie. Oui, ben, Parce c'était que très là, on intéressant. est... C'est pour ça que j'écoutais attentivement. Alors, effectivement, on avait deux dernières questions sur un sujet un petit peu décalé. Alors, la première, c'est comment ça se fait que alors, en Occident, on va trouver que les mutilations sexuelles, le repassage des seins en Afrique, c'est absolument détestable et insupportable. Et puis, depuis quelques années, les mutilations sexuelles, elles sont vues comme très, très progressistes quand elles sont faites par des médecins occidentaux sur des enfants qui ne seraient pas conformes aux stéréotypes de sexe. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ça? Moi, je trouve ça totalement contradictoire de traiter pendant des. Enfin, moi, je suis arrivée en France, j'avais une dizaine d'années. J'ai toujours entendu que les mutilations génitales et tout ça, c'était barbare et j'en passe, ça l'est en l'occurrence. Hein. Mais aujourd'hui, il y a des médecins qui n'ont aucun scrupule, qui n'ont aucune honte à hormoner des enfants, à opérer des filles, parce que comment je veux dire, dans les statistiques, 2 tiers des enfants mutilés, ce sont des filles. Donc, à mutiler des enfantes, ablation des seins, hystérectomie à même pas 18 ans, je trouve ça gravissime. Par exemple, il y a une jeune fille trans qui se transidentifie qui est sur Instagram. Elle a eu 18 ans il y a un mois. Et ben, en fait, dès qu'elle a eu ses 18 ans, apparemment, elle avait pris déjà rendez-vous quand elle était mineure. Donc, elle a pris rendez-vous 1 an et demi en avance pour pouvoir se faire opérer et elle a subi une mammectomie, quoi, à ses 18 ans tout pile. Et bientôt, elle va avoir une hystérectomie. Alors qu'à côté de ça, il y a des femmes adultes qui ont déjà des enfants ou pas, qui ne veulent pas en avoir et qui veulent du coup subir des hystérectomies. Bah, elles attendent toujours. Hein. Elles sont absolument pas prioritaires. Donc, je trouve ça un peu... je trouve ça rigolo, mais pas rigolo, haha, mais genre vraiment, ça me fait rire jaune parce que d'un côté, ce sont des pratiques barbares, et puis de l'autre, c'est encensé par des pseudo-médecins, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, ce sont pas des médecins, c'est l'équivalent de ce que faisait Mengele, hein. Ce sont des expériences qui sont faites sur des gamins. Ce sont des patients à vie. Voilà. Donc, à qui ça profite? À qui ça profite de mutiler des enfants? À la pharmacie. Ouais. Donc, forcément que ce sera encensé, que ce sera hyper révolutionnaire parce que ce sont des patients à vie. Ce sont des patients à vie et ces opérations sont prises en charge à 100% par la Sécu. Mhm. Donc, je ne sais pas si tu veux réagir dessus, Tassi. Oui, il y a des mutilations, précisément l'excision et le repassage des seins, euh, qui est un peu en régression maintenant parce que aujourd'hui, on fait la promotion des grosses poitrines. Donc, il n'y a plus trop ça, mais je ne sais plus, puisque moi, je vis à Lomé, j'ai grandi à Lomé. Bien sûr, les vacances, je les passe au village. Je ne sais plus si c'est toujours pratiqué dans les villages, le repassage des seins, qui est une mutilation. Mais moi, je me rappelle quand je l'avais fait, c'était comme une séance de
de fait, c'était avec ma tante qui était pas très, très âgée que moi, c'est la Benjamine à ma mère. Et on nous a fait ça ensemble. C'était juste après la sortie des seins comme ça. Je devrais avoir 12, 11 ans, 11, 12, 13 ans. Donc, ces âges-là, rien du tout. Et il a fallu me repasser cela, voilà, avec une pierre d'argile réchauffée et tout ça. Désiré, tu connais. Et la raison qu'on donnait, c'était qu'il fallait pas qu'on grandisse vite pour Il être, fallait le protéger des voilà, le pédocriminels. protéger, pour ne pas être remarqué par les hommes. Alors que les hommes, ça viole aussi les petites filles qui ont même pas de sein. Voilà. Surtout Donc, qu'on a des cas ça, de viol de bébés, donc qu'est-ce qu'elles ont fait, elles, pour mériter ça, ces bébés-là? voilà. Demande. C'est une forme de mutilation, mais c'est banalisé. C'est rien du tout. C'est rien du tout. Et la deuxième forme de mutilation très, très grave, c'est l'excision. Et moi, ça m'a fait très mal de voir sur une affiche du planning familial dire que l'excision était un choix Oui, j'avais vu cette affiche. avec le voile, qui n'a jamais été un choix. Ça ne sera jamais un choix parce que ça se fait sur des petites filles, ça se fait sur des enfants qui n'ont jamais dit oui à ça. Ouais. Donc, ça, c'est une pratique, ça ne peut jamais être un choix. Je ne sais pas comment on fera pour dire à l'ATB, au planning familial, d'arrêter de raconter des âneries parce que l'excision, surtout, ce n'est pas un choix. Ça se fait sur des enfants. Oui, moi j'ai une copine, elle avait 2 ans quand elle a été excisée, donc le choix. C'est les femmes, c'est des femmes, c'est des vieilles dames qui pratiquent l'excision, emballées par le patriarcat et tout ça. Et l'excision, c'est recommandé par la famille, par les parents. Ça n'a jamais été une petite fille ou une femme qui dit j'ai choisi, je choisis, qu'on m'enlève une partie de mon clitoris. C'est une aberration. Et on n'en parle pas. Au lieu de parler de ça, on n'en parle pas. Et il faut maintenant que le planning familial en France ou je ne sais pas ailleurs, qu'on dise que l'excision fait partie des choix des femmes, que c'est un choix libre. Ça n'a jamais été un choix. C'est un crime contre l'humanité, l'excision. Le repassage des seins aussi est un crime contre l'humanité. Seulement, peut-être que ça c'est moins grave parce que ça laisse pas, peut-être pas trop de séquelles. Ce que ça donne comme Ça entraîne quand même par la suite des cas de cancer du sein, hein. voilà, c'est ce que j'allais dire. Par la suite des cancers du sein, Et ça puis empêche la peau, elle est brûlée, il y a des cicatrices. oui. Bon, il y a chez nous, il y a une manière, ils le font, ça ne brûle pas la peau, mais c'est que ça empêche le développement naturel des seins. Moi, je n'ai pas de cicatrices, mais je sais que c'est pour cela que j'ai une poitrine plus ou moins plate. Peut-être je l'aurais eu beaucoup plus que ça. Ma soeur n'a pas subi ça, donc elle a une poitrine beaucoup plus volumineuse que moi. Voilà. Mais l'excision, vraiment, franchement, ça n'a jamais été un choix. Ce n'est pas un choix pour les filles. Ça tue. C'est fait dans des conditions très, très gravissimes avec des larmes par des femmes qui ne savent pas ce que c'est que la protection, enfin, euh, la désinfection de ces objets-là. C'est rien du tout, c'est de la méchanceté juste envers les femmes. Parce que juste, on ne veut pas qu'il y ait quelque chose d'érectile sur les femmes. On croit que les femmes qui ont toujours ce bout de clitoris, c'est des hommes, mais qui ont juste des petits pénis. Bon, c'est vraiment, les hommes ont peur de ces femmes-là. Il faut juste les transformer en objets sexuels, en des personnes qui ne peuvent pas ressentir Ouais. du plaisir. Oui, mais l'excision ne sera jamais un choix. Voilà. Et il faut qu'on arrête avec ce discours de genre, de placer l'excision au même niveau que le voile. Ouais. Le voile aussi n'est pas un choix. Mais ça aussi, c'est un autre discours. Mais spécialement sur l'excision, c'est de la pédocriminalité d'abord. Ouais. C'est un crime contre l'humanité. Il faut enlever ça. Vraiment, des blagues, c'est une douleur.
C'est ça. Et on doit pouvoir parler de Oui, de ces problèmes-là sans être taxé de transphobe et autres joyeusetés. voilà. C'est quand même hyper grave, enfin, parce que là, on en est au point où des femmes n'ont pas le droit de parler de leur vécu parce que ça blesserait l'ego ou les sentiments de certains hommes. Oui, Qui est très étonnant sur cette question de dire l'excision, c'est un choix, c'est complètement aberrant. Mais ça rejoint vraiment le discours libéral, puisque même les mutilations des enfants dits trans par les médecins, c'est aussi, c'est aussi présenté comme étant un choix, c'est-à-dire qu'on laisse complètement la responsabilité de toutes les violences qu'on peut faire subir aux femmes, on leur fait porter complètement la responsabilité. C'est assez étonnant. mm, Ouais. Alors, je tiens à vous dire quand même que dans le chat, il y a énormément de remerciements, de messages de remerciements, de courage, des messages pour Tassi en lui disant de ne pas prendre de risques non plus, des personnes qui demandent comment on peut soutenir Tassi et son association. Donc, beaucoup de messages pour vous remercier de votre présence. Merci pour les messages. merci. Ouais. Est-ce qu'on a le temps de poser une dernière question? Il y avait une question aussi parce que les militants transactivistes vont pour beaucoup utiliser un espèce de fantasme de tradition historique locale où il y aurait des hommes qui vivraient comme des femmes en termes de style vestimentaire ou de fonction sociale. Et ils essaient de récupérer ça pour inscrire leur mouvement dans un mouvement historique. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ça? Moi, déjà, par rapport à ça, je voudrais dire, parce que j'ai déjà entendu des transactivistes dire ça, c'est hyper insultant de penser qu'on a attendu l'arrivée du colon pour différencier un homme d'une femme. Je j'ai même pas de mots assez forts enfin, pour dire à quel point ça me met en colère. Mais en tout cas, pour ma part, au Cameroun, il n'y a pas, comment je veux dire, il n'y a pas une culture qui ferait croire que un homme, c'est pas un homme ou une femme, c'est pas une femme. Je sais que on a une fête, il y a des fêtes, il y a des moments où il y a des fêtes où les femmes et les hommes se déguisent en fait dans le genre de l'un ou de l'autre, quoi. Mais c'est vraiment dans le cadre d'une fête, ce n'est absolument pas. Et ces hommes-là sont toujours genrés au masculin, ça reste des hommes, ce n'est pas un troisième sexe. Oui, effectivement, ici, dans la tradition ou dans la religion vaudou, il y a des genres de personnes qui se comportent comme appartenant à l'autre genre. Mais c'est expliqué de façon religieuse, qui sont possédés par des esprits, soit des esprits des ancêtres ou des esprits des dieux ou des, l'esprit de Mamiwata, de sirène, un peu. Ça, c'est dans la religion vaudou qu'on trouvera des gens comme ça lors de leurs cérémonies ou de leurs festivités. On voit des hommes qui s'habillent comme des femmes et qui se comportent, entre guillemets, comme des femmes, mais c'est des gens qui ne sont pas mélangés aux femmes. Ils restent toujours dans le camp des hommes. Et ils sont même interdits d'avoir des relations sexuelles avec les personnes de l'autre sexe parce qu'ils sont censés être mariés déjà dans le monde spirituel avec quelqu'un de l'autre sexe. Donc, la religion, quelque part, leur impose l'homosexualité à ces gens-là. Et ce n'est pas du tout la même chose que la transidentité ou le transgenrisme où les hommes veulent rentrer dans le camp des femmes ou veulent être définis comme femmes parce qu'ils ont porté ou ils portent quelque chose ou ils ont un certain comportement. Ça reste des hommes ou des femmes, quels que soient les comportements, et ça reste toujours dans leur clan, on va dire, dans le clan sexuel. Ça ne se mélange pas. Donc, ces genres d'hommes dans les clans, dans des camps vaudous, ils restent avec les femmes, ils ne font pas
Ils ne sont pas les amis des hommes. Et, je dis, ils restent dans le clan des hommes. Ils ne sont pas amis avec les femmes. Ils ne touchent même pas aux femmes. Exactement. C'est Ils un- restent, ils gardent leur privilège d'homme, sauf qu'ils Oui, ils mettent des, je vais appeler ça des costumes, ou alors des vêtements qu'on considère comme des vêtements pour femmes, mais ça reste des hommes oui, avec tous leurs privilèges. oui, Ce ne sont et ce ne seront jamais des femmes. oui. Justement, ils sont très privilégiés. Ils sont très, très intouchables aussi. Voilà. Mais ils ne se réclament pas femmes ou hommes. Non, C'est ça. non, non, ce n'est pas la même chose. Le discours est complètement religieux. Il faut croire d'abord aux ancêtres. Il faut croire en la réincarnation C'est des ça. esprits. Exactement. C'est ça, c'est la base de ça. C'est la réincarnation des esprits. On voit un enfant qui se comporte comme ça, on dit c'est peut-être un ancêtre qui est venu incarner ce corps et on excuse ça. On comprend ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui est général ou tout le monde tolère, mais on excuse ça, juste on se dit, bon, c'est incarné par quelqu'un, un esprit spécial et tout, et puis c'est tout, ça s'arrête là. Ouais. Et on voit d'autant plus que ce sont des hommes avec leurs privilèges, puisque le cas inverse n'existe pas. Il n'y a pas de cas de femmes qui se déguiseraient en dehors des fêtes. Il n'y a pas le cas de ces femmes, en fait, qui sont dans ce cas-là. Non. Donc, ça prouve bien que ça reste encore des hommes et que, enfin, en plus, ce sont des hommes avec tous les privilèges auxquels ils ont droit. Donc, les Mhm. privilèges du sexe masculin sont Les privilèges, universels. voilà, c'est ça. C'est Bon, ça. marrant, hein? Étonnant. Est-ce que vous avez des choses à rajouter par rapport à tout ce qu'on a pu dire? Tassi, je crois que tu voulais rajouter, tu voulais dire un truc tout à l'heure. Non, pas spécialement, je pense. Non, peut-être j'ai oublié, non. Ben, en tout Je cas, voulais moi, parler justement des vaudous, des choses dans les couvents vaudous, mais c'est de ça qu'on vient de parler. Voilà. Mais bon, ouais, voilà, j'allais parler au niveau de la langue. C'est vrai que dans les langues, la plupart des langues, il n'y a pas de dichotomie, il n'y a pas ça, il n'y a pas de elle ou de il dans la plupart des langues. C'est comme l'anglais, comme en anglais, bien sûr. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de distinction de sexe. Voilà. Il y a la distinction, mais c'est juste dans le parler qu'il n'y en a pas. Mais socialement, les hommes sont toujours au top. Même s'il y a des sociétés aussi matrilinéaires, on va dire, qu'on confond avec des sociétés et matriarcales, mais c'est juste des sociétés matrilinéaires. Et c'est complètement différent du matriarcat. c'est Ça ça. n'a rien à voir aussi, oui. Je ne suis pas certaine que tout le monde sache exactement la différence. Est-ce que vous pourriez un petit peu expliquer la différence entre matrilinéaire et matriarcal? Bon, je sais pas. Moi, je définirais le matriarcat par rapport au patriarcat. C'est un système d'organisation basé sur les femmes qui avantagerait peut-être les femmes. Moi, je me dis dirigé par les femmes, oui. Maintenant, le matrilinéaire, c'est-à-dire que c'est un système d'organisation basé sur la succession de Ouais. mère en fils. Non, pourtant, ça n'existe pas. C'est la succession du père au fils. Oui, ici, D'ailleurs, par exemple, dans la région proche du Ghana, c'était le Togo, mais après la guerre, il y a eu une séparation. Eux, ils étaient dans l'organisation matrilinéaire. Et c'est l'enfant de la maman qui prend voilà, le trône. On est sûr, l'explication, c'est qu'on est sûr que l'enfant est de la maman. Et on n'est pas très sûr de la paternité. Voilà, donc on privilégie la maternité par rapport à la paternité. Mais ça ne veut pas dire que les hommes n'ont pas de pouvoir sur les femmes.
Mais c'est vrai que c'est important de faire cette distinction parce que souvent, on a tendance à inverser les deux et à penser que dans certains endroits, c'est matrilinéaire, alors que non, enfin, le patriarcat, il est quand même bien, bien répandu partout dans le monde. Voilà, c'est ça. Mais on va arriver bientôt à la fin du webinaire. Un grand merci à vous deux. Il y a plein de témoignages, enfin de remerciements dans le chat. Du coup, ce webinaire, il va être mis sur YouTube. Et le prochain, ce sera, alors j'ai plus la date, ce sera le premier dimanche de décembre. Le 5, Et on aura... Comment on aura le comme 4 invité... décembre. Ah, le 4 décembre, voilà, ce sera le 4 décembre. Et Sophie Robert va nous parler de son film, un super film, je vous invite à le regarder, il est sur YouTube. Le premier chapitre de son film qui s'appelle Mauvais genre, une épidémie mondiale, et elle va venir nous en parler au début décembre. Voilà, vous pouvez signer la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe enfin, il y aura le lien dans le chat et le lien du film également va être dans le chat. Et ben, je vous dis à dans un mois et merci. Merci. Marie. Merci, merci, grand merci Merci à tout le vous monde. d'avoir suivi Merci à vous. notre live.